La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La momie composée de plusieurs corps et le secret qu'ils ont voulu cacher. Si vous vous intéressez à l'étrange et au merveilleux, vous connaissez peut-être déjà le curieux cas des momies d'Uist. Découverts en 2001, les restes momifiés de 2 anciens habitants de l'île écossaise de South Uist intriguent et déroutent les archéologues depuis leur mise au jour. Enterrés profondément dans ce coin reculé du monde développé, les données scientifiques les plus récentes estiment que les 2 corps y ont été déposés il y a plus de 3000 ans. Leurs squelettes étaient contorsionnés dans une position fétale anormale, et le photo publié à l'époque dans la presse nationale suffisait à mettre mal à l'aise. On affirmait que cette posture volontairement arrangée était courante dans les sépultures anciennes, mais il devint clair dès les premières semaines de fouilles que l'un de ces 2 individus n'avait rien d'ordinaire. Au départ, les archéologues accordèrent une grande importance au fait que ces sépultures constituaient la première preuve concrète que les peuples anciens des îles britanniques momifiaient leurs corps. Cela provoqua une vive agitation dans le milieu académique, et les recherches se poursuivent encore aujourd'hui pour retrouver les centaines, voire milliers, de dépouilles similaires supposément enfouies sous nos pieds. Les premiers tests révélèrent que les 2 corps avaient été immergés pendant au moins 1 an dans une substance acide peu après leur mort. On supposa alors qu'ils avaient été momifiés en étant plongés dans une tourbière voisine, une zone marécageuse sombre formée par des siècles d'accumulation de végétaux et d'animaux en décomposition, avant d'être laissés à l'air libre, peut-être pour être honorés ou servir d'avertissement pendant des centaines d'années. Les corps étaient remarquablement bien conservés, et les archéologues estimèrent qu'ils avaient probablement été conservés dans une hutte ou une structure primitive durant cette période. La raison demeure inconnue, mais certains avancèrent une importance cérémonielle, peut-être liée à une classe de prêtres vivant auprès de ces corps immortalisés, avant qu'ils ne soient finalement dissimulés dans un cercueil de pierre. Non sans avoir d'abord retiré une dent de chaque mâchoire pour les placer dans les paumes de leurs poings serrés et décomposés. Une pratique pour le moins étrange. La conservation par la tourbe enthousiasma les chercheurs, car il était possible que de l'ADN ait été préservé. On entama donc le délicat processus d'extraction génétique. C'est durant cette analyse que la Dr Greeley remarqua une anomalie. L'un des corps momifiés était constitué de parties provenant de plusieurs individus. D'abord attribué au hasard, peut-être un ancien cimetière perturbé par le temps, cette hypothèse fut catégoriquement rejetée par la Dr Greeley. Elle était convaincue que le corps avait été assemblé volontairement. L'équipe conclut néanmoins qu'il s'agissait principalement d'un homme d'environ 40 ans, avec au moins un bras, une partie de jambe et des côtes provenant d'autres personnes, et une mâchoire appartenant à une femme âgée. L'identification ADN complète était impossible. La Dr Greeley soutint que cet assemblage avait eu une signification rituelle, peut-être pour sceller des alliances ou revendiquer un territoire. Mais plus ses recherches avançaient, plus ses conclusions paraissaient extravagantes. Après des mois d'analyse, elle demanda à publier ses résultats. Face à la résistance de ses collègues, elle fut suspendue, jugée mentalement instable. Avant de quitter le laboratoire, elle emporta ses notes et un fragment d'os. 2 collègues restèrent en contact avec elle. Bien qu'ils reconnaissent que les preuves soutenaient ses idées,
notamment que les os avaient été reliés par des cartilages, tendons et muscles, aucun n'osa soutenir publiquement l'idée qu'un corps assemblé de plusieurs individus ait pu vivre comme un seul être humain. Cela semblait impossible. Isolée, la Dr. Greeley poursuivit seule ses recherches, investissant tout pour trouver un nouveau site funéraire à Southwest. Elle engagea historiens et géophysiciens et finit par localiser un site similaire. Faute de moyens, elle entreprit elle-même les fouilles. Peu à peu, ces messages devinrent inquiétants, parlant de morceaux se déplaçant la nuit. 2 mois plus tard, le corps démembré, décapité d'une femme, fut retrouvé dans le fleuve Clyde. Il fut identifié comme celui de la Dr. Greeley. Pourtant, l'analyse médico-légale indiqua que le corps avait séjourné dans une tourbière pendant au moins 1 an, et donc bien plus longtemps que sa disparition ne le permettait. Cette histoire fonctionne comme une lente contamination du réel par l'impossible. Au départ, tout semble solidement ancré dans la rationalité. Une découverte archéologique, des datations scientifiques, des analyses ADN et des débats universitaires. Le décor est crédible, presque documentaire. Les momies de Southwest deviennent un mystère académique fascinant mais encore explicable. La tourbière conserve les corps. Les pratiques funéraires anciennes peuvent sembler étranges sans être surnaturelles. Nous sommes en terrain connu, celui de la science, face à l'énigme. Puis un détail fissure l'édifice. Un corps composé de plusieurs individus. Pas seulement mélangés par le temps, mais assemblés, volontairement. Et pire encore, reliés par des tissus organiques, comme s'il avait fonctionné comme une entité vivante. C'est là que l'histoire bascule. Mais elle ne nous montre jamais la créature. Elle ne prouve rien frontalement. Elle fait beaucoup plus subtil, elle montre le refus. Le véritable cœur du récit n'est pas le cadavre composite, c'est la réaction humaine face à l'inacceptable. Les collègues de la Dr. Greeley voient les preuves, ils savent que les données pointent vers quelque chose d'impossible. Mais admettre cette conclusion ferait exploser les fondations même de leur compréhension du monde. Alors, ils choisissent la contamination, l'erreur, la folie individuelle plutôt que la révision collective du réel. La science n'est pas présentée comme mauvaise, elle est présentée comme fragile, dépendante du consensus, dépendante de ce qu'on en est prêt à croire. Greeley, elle, incarne la figure classique du chercheur isolé, à la frontière entre génie et obsession. Est-elle brillante ou sombrant dans la paranoïa? Le récit entretient volontairement l'ambiguïté. Ces messages deviennent étranges, des morceaux se déplacent la nuit. On peut y lire la dérive mentale ou la lucidité que les autres refusent. Et puis vient la dernière torsion. Son propre corps est retrouvé, dépecé, décapité, et surtout marqué par un séjour d'1 an dans une tourbière, alors qu'elle n'a disparu que depuis quelques semaines. Ce détail final agit comme un écho glaçant. La tourbière, le temps impossible, le cycle. L'histoire suggère alors quelque chose de terrifiant sans jamais l'expliquer. Ces assemblages ne sont peut-être que des artefacts rituels. Ils ne sont peut-être pas restés immobiles dans leur tombe. Ils pourraient être des constructions vivantes, recréées, recomposées. Et si un corps peut être assemblé, un autre peut l'être aussi. La peur naît ici de 3 éléments majeurs. L'effondrement du temps, 3000 ans ne sont plus une barrière. L'effondrement de l'identité, un corps n'est plus un individu unique. L'effondrement du savoir, la vérité peut exister, mais être complètement rejetée. Ce n'est pas une creepypasta ou une histoire de monstre qui surgit en hurlant. C'est une histoire où le monstre pourrait être déjà passé, invisible, accepté, documenté, mais mal interprété. La tourbière devient alors un symbole puissant. Elle conserve, elle dissimule, elle altère. Elle suspend le temps, elle transforme la mort en attente. Et la question finale, implicite mais obsédante, est la plus dérangeante.
Si un être fait de plusieurs morts a pu marcher autrefois, qu'est-ce qui dit qu'il ne marche pas encore aujourd'hui ?